Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un document qui peut faire un peu peur au premier abord, mais qui est en réalité la pierre angulaire de toute entreprise, le bilan comptable. C'est ça. On pense souvent que c'est un truc complexe réservé aux experts. Exactement. Et on va essayer de le voir non pas comme un tableau de chiffres indigeste, mais plutôt comme une photo instantanée. Une photo qui, si on apprend à la déchiffrer, raconte une histoire passionnante sur la santé financière d'une entreprise. C'est l'image parfaite. C'est la photo du patrimoine à un instant T. Pas le film de l'année. Attention, mais bien le cliché pris à minuit, le 31 décembre. Notre mission, c'est donc de démystifier ce cliché. On s'appuie pour ça sur une série de documents qui décomposent la logique du bilan, du plus simple au plus complexe. Et on va vite voir que tout repose sur deux questions très simples. Voilà. D'un côté, où se trouve l'argent de l'entreprise, et de l'autre, d'où vient cet argent. C'est tout. Et c'est cette dualité qui est la clé de tout. Cet équilibre parfait entre les deux côtés, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une convention pour faire joli. C'est la base. C'est l'essence même de la comptabilité. C'est une logique universelle, que l'on soit un investisseur, un banquier ou l'État, tout le monde lit cette photo de la même manière. Alors commençons par la base de la base. Pour comprendre la logique, il faut visualiser une page coupée en deux. Une colonne à gauche qu'on appelle l'actif et une colonne à droite, le passif. C'est aussi simple que ça. C'est le point de départ de n'importe quel bilan dans le monde, la structure en T. D'accord. La colonne de gauche, l'actif, elle répond à la question où est l'argent? Donc logiquement, on y met ce que l'entreprise possède, ses machines, ses stocks, l'argent sur son compte en banque. C'est exactement ça. On appelle ça les emplois. C'est l'inventaire de tout ce que l'entreprise utilise pour fonctionner. Ses outils, ses créances sur les clients, c'est-à-dire l'argent que les clients lui doivent encore, Ah oui, et bien sûr sa trésorerie. logique. Et à droite donc, le passif qui répond à la question d'où vient l'argent? Là, on y trouve les sources de financement. Mais alors j'ai une question qui me vient tout de suite. Je vous écoute. Dans ma tête, le mot passif a une connotation un peu négative, comme quelque chose qu'on subit. Pourquoi est-ce que l'argent apporté par les propriétaires, le capital, est rangé du côté passif? C'est une excellente question, et c'est le point que beaucoup de gens ont du mal à saisir au début. Il faut se placer du point de vue de l'entreprise. D'accord. L'entreprise est une entité juridique distincte de ses propriétaires. Pour elle, l'argent que les actionnaires ont apporté, c'est une ressource qu'on lui a confiée. C'est donc une sorte de dette à leur égale. Ah oui, Une dette non exigible, certes, mais une dette quand même. Le passif, ce sont les ressources. Il liste tous ceux qui ont donné de l'argent à l'entreprise. Les propriétaires avec le capital, les banquiers avec les emprunts et même les fournisseurs. je vois. L'entreprise doit en quelque sorte son existence financière à ses actionnaires. Donc actif, c'est ce que je possède. Passif, c'est qui a financé ce que je possède. Voilà. Et la règle d'or, c'est que les deux côtés doivent être parfaitement identiques au centime près. Toujours. On ne peut pas avoir 1 € employé à l'actif qui ne provienne pas d'une ressource au passif. C'est impossible. D'accord. Et quand les documents précisent que c'est provisoire, c'est pour insister sur cette idée de photo. Le lendemain, après une seule vente, les chiffres auront déjà changé. C'est un document statique qui décrit une réalité totalement dynamique. Bon. Pour que ce soit moins abstrait, je propose qu'on suive une histoire. Celle d'une entreprise qu'on va appeler Atlas. Imaginons sa création, son tout premier jour. Le jour zéro, on dresse le bilan de naissance en quelque sorte. Voilà, d'un côté, à l'actif, on liste ce qu'Atlas possède pour démarrer. Du matériel pour 100 000, un premier stock de marchandises pour 60 000 et 20 000 sur le compte en banque. Ça, c'est où est l'argent? Donc, un total d'actifs de... Attends, il manque des choses dans mon exemple. Ah oui, le total de l'actif est en fait de 310 000. Donc il y a d'autres éléments. Mais restons sur le principe. D'accord, 310 000 à l'actif. Voilà. Et de l'autre côté, au passif, on se demande, bon, d'où viennent ces 310 000? Eh bien, les fondateurs ont mis 170 000 de leur poche, c'est le capital. Mhm. L'entreprise a aussi emprunté 90 000 à la banque et, chose intéressante, elle doit déjà 50 000 à ses fournisseurs. Et là, la magie opère. 170 000 plus 90 000 plus 50 000, Ça fait bien 310 000. L'équilibre est parfait. c'est ça. Et ce bilan de départ est déjà riche d'enseignements. Il nous montre la structure du financement. On voit qu'elle est majoritairement financée par ses fonds propres, le capital, ce qui est plutôt un signe de solidité.
D'accord. Et le fait qu'il y ait déjà une dette fournisseur de 50 000, ça nous dit qu'Aptlas a immédiatement utilisé le crédit commercial pour se financer. Elle a acheté son stock sans le payer tout de suite. C'est une pratique très, très courante. Ok, l'entreprise est lancée. Maintenant, avançons dans le temps. L'histoire d'Atlas ne s'arrête pas là. On la retrouve 6 mois plus tard, à la fin de l'année. Elle a acheté, produit, vendu, bref, elle a vécu. Qu'est-ce qui a changé, Sam? Eh bien, son patrimoine a forcément évolué. Elle s'est enrichie ou appauvrie. Et c'est là que le bilan va nous le dire. Alors, justement, à la fin de l'année, on refait la photo. À l'actif, les choses ont bougé et le total de ce que possède l'entreprise est maintenant de 370 000. D'accord, ça a augmenté. Oui. Mais quand on regarde le passif, on retrouve le capital de départ, l'emprunt qui a un peu diminué, les dettes, et si on fait le total, on arrive seulement à 270 000. Mon équation ne marche plus. Ah, On a un souci là. D'un côté 370 000, de l'autre 270 000. Est-ce qu'on a fait une erreur ou est-ce que cette différence de 100 000 signifie quelque chose? c'est justement là que la magie opère. Cette différence, c'est le personnage principal de l'histoire de l'année. Le résultat, Le résultat. c'est la richesse que l'entreprise a créée, c'est la trace comptable du succès ou de l'échec de son activité. Pour rééquilibrer les comptes, on ajoute une ligne au passif, résultat, et on y met ce montant de plus 100 000. Ah, d'accord. Si l'actif est supérieur au passif, comme ici, c'est un bénéfice. Si au contraire, l'entreprise s'était appauvrie, l'actif aurait été inférieur et on aurait eu une perte. C'est d'une logique implacable. Le bénéfice est une nouvelle ressource, créée par l'entreprise elle-même, qui vient financer son nouvel actif. Exactement. C'est la première fois que la performance de l'entreprise apparaît dans le bilan. Tout à fait. Et ce n'est pas juste un chiffre d'ajustement, c'est la rémunération du risque pris par les actionnaires. Cette richesse leur appartient et vient augmenter la valeur de leur investissement. Très clair. Mais alors, l'année est finie, l'entreprise a fait son bénéfice de 100 000. Que se passe-t-il le jour d'après, au 1er janvier? Comment ce profit est-il intégré pour de bon dans le patrimoine? C'est l'étape suivante, et elle est cruciale. Ce bénéfice, qui était le résultat de l'exercice 2020, ne peut pas rester indéfiniment sur cette ligne. Les propriétaires de l'entreprise doivent décider ce qu'ils en font. Ils peuvent le prendre pour eux, j'imagine, sous forme de dividendes? Oui, c'est une possibilité. Mais dans notre histoire, les propriétaires d'Atlas décident de faire un autre choix. Ils réinvestissent tout dans l'entreprise pour la consolider. D'accord. Alors, que se passe-t-il dans le bilan? La ligne résultat disparaît. Et les 100 000 E réapparaissent plus haut dans le passif, sur une nouvelle ligne appelée réserve, juste à côté du capital. Donc le bénéfice change de statut, il passe de fruit de l'activité de l'année à épargne de l'entreprise. C'est tout à fait ça. Il devient une ressource de financement stable, une partie de ce qu'on appelle les capitaux propres, au même titre que le capital de départ. C'est un signal très fort envoyé aux banques, aux partenaires. On croit en notre avenir? Exactement. Nous renforçons nos fondations. Et le bilan est à nouveau équilibré à 370 000, prêt pour une nouvelle année d'aventure. Ok, l'histoire d'Atlas nous a permis de comprendre le moteur du bilan. Mais j'imagine que dans la vie réelle, on ne présente pas les choses de manière aussi schématique. On passe à un format plus officiel, n'est-ce pas? Oui, on passe à ce qu'on appelle le bilan normalisé. C'est le format légal, celui que toutes les entreprises doivent utiliser. Il peut sembler plus complexe, mais la logique de base, actif-passif, reste exactement la même. Alors qu'est-ce qui change? C'est la façon de classer les éléments. À l'actif, par exemple, les éléments sont classés par ordre de liquidité croissante. Liquidité croissante, c'est-à-dire? On part du haut avec ce qui est le moins liquide, le plus difficile à transformer en argent rapidement, les immobilisations, comme un bâtiment ou des machines. D'accord. Puis on descend vers l'actif circulant, comme les stocks. Et on termine tout en bas avec le plus liquide du liquide, la trésorerie, l'argent disponible immédiatement. C'est logique. On ne vend pas un immeuble aussi vite qu'on retire de l'argent d'un distributeur. Voilà. Et pour le passif, il y a une logique similaire? Oui, mais inversé. C'est la logique de l'exigibilité. On classe les ressources de la moins exigible, c'est-à-dire celle qu'on a le moins d'urgence à rembourser, à la plus exigible. D'accord, je vois. Tout en haut, on trouve les ressources stables. Le capital, les réserves, les emprunts à long terme. C'est le financement permanent. Et plus on descend, plus on se rapproche des dettes qu'il faut payer vite. Les fournisseurs, les impôts. Et à quoi ça sert ce classement si précis? Ce n'est pas juste pour faire joli. Non, pas du tout.
Ce format est conçu pour permettre une analyse financière bien plus poussée. Il permet de répondre à des questions cruciales comme est-ce que l'entreprise a assez de marge pour payer ses factures du mois prochain? C'est une mine d'or pour un analyste. D'accord, rendons ça concret. Si on regarde de plus près ce qu'on trouve dans ces grandes masses, à l'actif par exemple, dans les immobilisations, tout en haut, on a quoi concrètement? On y trouve les outils de production de l'entreprise au sens large. Il y a les immobilisations corporelles, celles qu'on peut toucher, les terrains, les constructions, mais il y a aussi, et c'est de plus en plus important, les immobilisations incorporelles. C'est-à-dire? C'est tout ce qui a de la valeur, mais qui n'est pas physique. Un fonds de commerce, des brevets, des marques, un logiciel. Pour une entreprise de tech, la valeur est souvent bien plus dans ses brevets que dans ses murs. C'est une information capitale. C'est vrai. Et plus bas, dans l'actif circulant, on retrouve nos stocks de marchandises et surtout un poste clé. Client et compte rattaché. Ah, celui-là. C'est l'argent qui est dehors. C'est le montant total des factures que l'entreprise a envoyées, mais qui n'ont pas encore été payées. C'est un poste à surveiller comme le lait sur le feu. On imagine bien. Passons de l'autre côté au passif. Dans le financement permanent, on retrouve nos amis, le capital et les réserves, comme pour Atlas. Oui, Et dans le passif circulant, les dettes à court terme, on a les fournisseurs, mais aussi l'État pour les impôts et les organismes sociaux pour les cotisations. et c'est là qu'on peut commencer à jouer au détective. Prenez le duo client à l'actif et fournisseur au passif. Ce sont deux postes qui reflètent directement la politique commerciale. Comment ça? Un poste client qui gonfle beaucoup plus vite que les ventes, Mhm. c'est un énorme signal d'alarme. Ça peut vouloir dire que l'entreprise vend à des clients qui ne peuvent pas payer. Ah oui, et le profit n'est alors que sur le papier. Exactement. Et inversement, un poste fournisseur très élevé, ça signifie que l'entreprise se fait financer par ses fournisseurs en les payant le plus tard possible. Ça peut être habile ou très risqué. Le bilan nous raconte tout ça si on prend le temps de l'écouter. On voit tout de suite l'intérêt. On n'est plus dans la simple photo, on est dans l'analyse de la stratégie et des risques. Absolument. Et les documents confirment que cette structure n'est pas une option. Les modèles officiels sont stricts. C'est un cadre légal. Bon, si on devait résumer alors. On est parti de l'idée simple que le bilan est une photo équilibrée. Ce que je possède d'un côté et qui l'a financé de l'autre. L'équilibre. Actif égale passif, c'est la règle d'or. On ne le répétera jamais assez. On a vu avec l'histoire d'Atlas que ce bilan raconte une évolution dans le temps. La création, la génération d'un bénéfice grâce à l'activité et la consolidation de ce bénéfice. C'est ça, le cycle de vie. Et enfin, on a compris que le format officiel plus détaillé n'est pas là pour compliquer les choses, mais au contraire pour permettre une analyse beaucoup plus fine. Une analyse par liquidité et par exigibilité. Finalement, un bilan, ce n'est pas juste une obligation comptable. C'est une carte d'identité financière incroyablement riche pour qui sait la lire. C'est une excellente image. Mais comme toute carte d'identité, elle ne dit pas tout. Elle donne l'âge et la taille, mais pas le caractère. Le bilan montre la valeur comptable d'un brevet, mais pas s'il est sur le point d'être révolutionnaire ou complètement obsolète. Il faut le lire avec un esprit critique. Toujours. Et cela soulève une question pour aller plus loin. Je vous écoute. Le bilan est une photographie du patrimoine à un instant précis. Il nous montre ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit. Mais il ne montre pas directement comment le résultat a été généré, ni les flux d'argent qui sont entrés et sortis durant l'année. La question qui se pose est donc, si le bilan nous montre la photo du patrimoine, quel autre document faudrait-il examiner pour comprendre le film de sa performance et de sa rentabilité sur toute une période ?